et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la programmation des webinaires initiés par Club Click du master spécialisé intelligence compétitive et stratégique qui s'intitule Intelligence Talks de l'École des sciences de l'information, l'ISI de Rabat. Et dans sa première édition, nous sommes aujourd'hui ravis d'avoir avec nous en ligne. Aujourd'hui fait l'exception. Nous avons deux invités d'honneur. Monsieur Youssef Mossadegh, vous êtes consultant en management et stratégie d'organisation et expert en intelligence économique et stratégique. Et Monsieur Youssef Benadi, vous êtes directeur technique et expert en intelligence économique et stratégique. C'est un honneur pour nous de vous accueillir, messieurs, pour traiter une thématique si enrichissante qui porte sur la pratique de l'intelligence économique et stratégique dans la guerre économique. Avant de vous céder la parole, nous vous remercions énormément pour votre collaboration et votre présence. Soyez les bienvenus. Donc, Merci beaucoup, Manal. Merci beaucoup. merci à vous. La pratique de l'intelligence économique et stratégique est désormais courante au sein des entreprises. Son importance et son utilité sont reconnues. En revanche, son impact, ses résultats et surtout sa performance à l'ère de la guerre économique restent une question fréquemment posée par les spécialistes qui consacrent des études d'analyse et de recherche à cette question. Que l'activité de l'entreprise soit dans un secteur traditionnel ou digital, l'intelligence économique et stratégique est vue comme une dimension incontournable, puisque son objet est de maîtriser l'information stratégique pour les utilisateurs, quelle que soit la forme de cette information. Ainsi, quand on est dans une logique de concurrence acharnée entre organisations, pays ou entreprises, cette importance devient exponentielle. D'où la question comment protéger son activité à l'ère de la guerre économique. Ainsi, est-ce que l'objectif de la pratique de l'intelligence économique et stratégique dans la guerre économique est toujours économique ou bien un objectif politique caché derrière des provocations économiques? Donc, la première question qui se pose, c'est comment protéger son activité à l'ère de la guerre économique? Monsieur Youssouf Benadi, à vous la parole. Votre micro. Merci beaucoup, Manal, pardon. Merci beaucoup C'est pour à cette vous. introduction. Et je tiens tout d'abord à remercier Click pour cette excellente initiative de faire de la promotion de cette pratique d'intelligence économique au Maroc et de la promouvoir au public. Je trouve que c'est un concept assez intéressant. Je tiens aussi à remercier Lézy, son directeur, M. Salahdine Baji, pour tout le travail qu'il fait pour aussi la promotion de la démarche d'intelligence économique. Donc, le sujet choisi, c'est un sujet qui est assez vaste. C'est un sujet qui reste très vague et où on peut parler des heures et des heures. Donc, je vais essayer de ne pas trop déborder, parce que quand on parle de guerre économique, ben, on parle d'un système qui est, on va dire, c'est un environnement qui est très systémique. Et quand on parle d'une chose, on a tendance à déborder et à aller euh, parler de plusieurs autres interactions et on se retrouve dans d'autres sujets. Donc, je vais faire le nécessaire pour que je ne déborde pas trop ces intelligence talks. Entre-temps, je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On peut faire une petite séance de questions-réponses à la fin pour que tout le monde puisse avoir ses réponses à ces interrogations. Donc déjà, la guerre économique, ce n'est pas un concept récent. C'est-à-dire que ça existe depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, l'Italie médiévale, depuis l'époque des pharaons, la guerre économique était toujours là. Au départ, c'était plus une guerre sur la maîtrise, on va dire, des ressources naturelles, des champs de blé, des lacs, des rivières, etc. Et le concept a évolué au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à notre ère.
Le concept de guerre économique était, on va dire, en quelque sorte invisible pour quelques-uns, mais il a émergé sur la scène publique, on va dire, depuis l'accession de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, il est venu, il a parlé de la guerre économique qu'il va faire à la Chine, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu, on va dire, un sujet d'actualité. Alors que la guerre économique existait depuis toujours, mais ce n'était pas un sujet d'actualité, on va dire. Et la guerre économique, et là, un lien étroit, comme vous avez évoqué dans votre question, par rapport à l'intelligence économique et stratégique. Parce qu'il faudra savoir que le concept d'intelligence économique, il est aussi pas récent. Donc, il y a eu durant la période entre 1945 et 89, c'est la période de la guerre froide, ce qu'on appelle la guerre froide entre le système capitaliste et le système communiste, entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle l'utilisation de l'information en tant qu'arme économique des deux parts, du côté de l'Union soviétique et du côté des États-Unis. Et les États ainsi que les entreprises se sont dotés d'une véritable doctrine d'intelligence économique pour, premièrement, protéger leur patrimoine informationnel, tout en allant piller celui de ses concurrents et toujours avoir un avantage compétitif. Et comme vous l'avez évoqué, Manal, tout à l'heure, c'est que derrière la guerre économique, on peut trouver d'autres guerres. On peut parler de guerre idéologique. Donc, on va user des différents échiquiers économiques, sociétaux et politiques pour, c'est-à-dire introniser une sorte d'idéologie. Et donc, tout au long de l'histoire, après les années 89, il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a eu la défaite de l'Union soviétique, l'éclatement de l'Union soviétique, et là, on parle plus de l'unilatéralisme américain dans le monde. Et il y a eu une réallocation des anciens espions, on va dire entre guillemets, des deux parts dans le monde civil. Et c'est à partir du début des années 90 où on a vu, on va dire, l'émergence de cette pratique d'intelligence économique dans le monde civil et plus particulièrement dans le monde des entreprises. Et le rôle de l'intelligence économique côté business, parce que je vais plus parler d'une vision purement business, parce que j'opère dans le secteur privé, et je pense que dans l'État, c'est une démarche qui est assez différente. Donc, l'intelligence économique et stratégique, en règle générale, permet aux entreprises de se poser tout simplement les bonnes questions face à un environnement qui est très concurrentiel, qui est très complexe, qui est en perpétuel changement, qui n'est pas du tout stable ni statique. Et donc, l'IES permet aux entreprises de se poser les bonnes questions, de rechercher les informations pertinentes en suivant le cycle du renseignement. Je pense que c'est des choses que vous connaissez. On ne va pas trop rentrer dans la partie théorique. Donc, c'est le cycle du renseignement, traitement, analyse, collecte, traitement, analyse et diffusion de l'information. Et ceci va nous permettre et va permettre aux entreprises d'acquérir de la connaissance utile et in fine de la compréhension. Déjà, de pouvoir comprendre cet environnement externe qui est très important. Mais la finalité, c'est de vraiment viser la supériorité informationnelle, stratégique, pour prendre les bonnes décisions. Donc là, on va dire que c'est l'une des finalités de l'intelligence économique et stratégique. Et bien évidemment, à travers cette démarche, on va pouvoir identifier les différentes opportunités de marché et en même temps détecter les menaces et anticiper les menaces et mettre en place des plans d'action pour faire face à ces menaces. Je ne sais pas si le deuxième intervenant, Youssef Moussadder, avant d'aller dans le vif du sujet, pour qu'il puisse faire aussi Oui, son introduction, mais je ne sais pas s'il est connecté ou pas. exactement, monsieur Moussadet. Alors, donc, on lui laisse la parole. Je pense qu'il est connecté. Allô? Donc, je pense qu'il n'est pas connecté. Donc, je vais continuer en attendant
qui nous rejoignent. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Oui, d'accord. Si D'accord. vous permettez, pour, la relation, entre intelligence économique stratégique et guerre économique et les pratiques recommandées à mettre en œuvre. Alors, la relation entre intelligence économique et stratégique et guerre économique. En fait, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une relation entre eux? Moi, je dirais plus pour faire face à cette guerre économique, il faudra faire de l'intelligence économique et stratégique. Si on ne fait pas de l'intelligence économique et stratégique dans un monde en perpétuel changement et où il y a toujours des guerres économiques, l'entreprise est condamnée à périr, tout simplement. Et donc, il y a une nécessité de mettre en place ces démarches d'intelligence économique et stratégique au sein des entreprises, même si ce n'est pas du tout évident à faire comprendre aux décideurs, parce que l'intelligence économique, même s'il y a cette émergence sur la scène publique, mais elle n'est pas très très connue de l'ensemble du public. Même quand on parle avec des décideurs, des directeurs de multinationales, etc., c'est un nice to have, on va dire. Ce n'est pas un must to have, et en même temps, il n'y a pas une bonne compréhension de l'utilité d'avoir une cellule d'intelligence économique et stratégique. Et donc, pour que nous, en tant qu'experts en intelligence économique, notre rôle, c'est déjà de pouvoir sensibiliser la communauté, sensibiliser les chefs d'entreprise de cette utilité, l'utilité de faire cette démarche d'intelligence économique au sein des entreprises, et en même temps les conseiller sur le comment faire. Comment faire pour implémenter les cellules ou les services ou les départements d'intelligence économique au sein des entreprises. Et pour cela, il y a un ensemble de pratiques à mettre en place et à respecter au niveau de l'entreprise. Premièrement, et avant toute chose, on sait très bien que tout le monde parle que l'intelligence économique, c'est de faire de la veille, protéger son patrimoine et faire de l'influence. Mais on ne parle pas de l'aspect organisationnel, ce qui est un aspect primordial et très important. C'est-à-dire que les questions à se poser, c'est comment je vais faire pour mettre en place une démarche d'intelligence économique au sein d'une entreprise. Avec quelle organisation, dans quel département, avec quelle autorité, quel est son mandat, quelles sont les interactions que la cellule va avoir avec l'ensemble des parties prenantes. Est-ce qu'elle sera en silo ou bien est-ce qu'elle sera ou bien elle va opérer dans une structure transversale? Est-ce qu'elle a l'appui du top management ou pas? Donc là, ce sont, je vais vous dire, et c'est loin de la théorie, c'est de la pratique, ce sont les plus grands défis euh, de la réussite d'une démarche d'intelligence économique. C'est de pouvoir l'implémenter au sein de l'entreprise et de savoir l'implémenter. C'est un point nécessaire et primordial à prendre en considération. Ensuite, quand on implémente et qu'on a le support du top management, qu'on a le support de la direction générale, euh, comment je vais faire pour que l'ensemble des parties prenantes puissent adhérer à cette démarche-là? Parce qu'il faudra savoir que l'IES, l'intelligence économique et stratégique, ce n'est pas uniquement de faire de l'OSINT et de la recherche d'informations en sciences ouvertes sur Internet, mais c'est surtout de récolter de l'information en interne, au sein de l'entreprise, à travers des démarches qu'on appelle Human Intelligence. Et c'est en règle générale des informations qui sont très fiables et qui rapportent énormément de choses à l'entreprise. Donc, comment je vais faire pour faire adhérer l'ensemble des collaborateurs à cette démarche d'intelligence économique? Et comment je vais pouvoir briser cette résistance? Donc, il faudra penser à mettre en place un vrai plan de conduite du changement qui va pouvoir augmenter vos chances de réussite d'implémentation de la cellule. Ensuite, à partir de ce moment-là, je parle toujours des pratiques. À partir de ce moment-là, il faudra qu'il y ait une écoute active des différents parties prenantes, des différents interlocuteurs et de leur faire des propositions. C'est-à-dire quand on voit qu'il y a des lacunes au niveau d'un business quelconque,
ben, on va faire une initiative, ou bien la cellule va faire une initiative de son côté pour proposer des solutions. Ces solutions-là, bien évidemment, c'est de la connaissance qui sera diffusée à travers le cycle du renseignement, la collecte, le traitement, l'analyse, et bien sûr par la suite faire cette proposition. Euh, D'autres pratiques, c'est d'avoir toujours une cartographie de risque. Une cellule d'intelligence économique et stratégique au sein d'une entreprise, pour moi et d'un avis personnel, n'a aucune utilité si elle ne fait pas d'analyse de risque. C'est-à-dire que cette cellule doit avoir une cartographie en temps réel, une cartographie vivante, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail qu'on fait une seule fois et qu'on va faire sa revue une fois à deux fois par an, mais c'est une démarche qui doit être faite régulièrement, quitte à le dire quotidiennement, et aussi à l'intégrer dans la culture de l'entreprise. Ça, on va revenir à l'autre pratique qui est l'intelligence culturelle, euh, qui, euh, qui, euh, qui va permettre de faire un ancrage de la démarche d'intelligence économique et que chaque collaborateur au sein de l'entreprise sera un veilleur. Ensuite viendra la partie protection de l'information. Donc, comment je vais faire pour protéger mon patrimoine informationnel? Ça peut passer par des politiques de sécurité de systèmes d'information. Ça peut passer par la mise en place des différents équipements. Ça, on va rentrer plus dans le technique, des firewalls, des solutions antivirales, anti-ransomware, etc., pour protéger déjà mes actifs informationnels. Et ce n'est pas suffisant. Il faudra qu'il y ait de la sensibilisation, de la formation aux collaborateurs sur les risques déjà des cyberattaques, parce que le premier vecteur des cyberattaques reste l'humain, et deuxièmement, pour qu'ils soient sensibilisés sur la divulgation de l'information verbale, que ce soit dans des cafés avec des amis, etc. Et donc, même cette notion de protection de l'information doit faire partie de l'ancrage culturel de l'entreprise. Et donc, pourquoi on fait tout ceci? Pourquoi on fait de l'intelligence économique et stratégique? On ne fait pas de l'IES juste pour faire de l'IES, mais la finalité, c'est de faire de l'influence. Si on fait de l'intelligence économique et stratégique uniquement pour faire de la veille, pour avoir de l'information sans être orienté action, c'est de l'intelligence économique passive, ce que j'appelle l'intelligence économique passive. À partir de là, il ne va pas servir à grand-chose à l'entreprise, mais elle va plus servir à la rendre encore plus rigide par rapport à son environnement externe. Et donc, pour qu'il n'y ait pas cette rigidité organisationnelle, il faut que l'entreprise puisse passer à l'action. Et parmi les leviers dont je vais en citer trois, il y en a beaucoup, mais il y a trois qui sont très très importants et qui sont assez impératifs pour moi actuellement et qui sont des vrais leviers d'influence. La première, c'est de se poser la question quel est mon positionnement par rapport à ma politique RSE? Donc, est-ce que je suis une société responsable, socialement et environnementalement? Parce qu'actuellement, il faudra savoir qu'on fait aussi de l'intelligence économique et stratégique pour faire face à des crises qui peuvent survenir dans le futur. Et parmi les choses qui peuvent manifester les crises, c'est le manque de responsabilité au niveau social et environnemental. Là, on rentre dans d'autres sujets. On peut parler de la géopolitique, de la conformité, de la RSE, de l'ISO 26000, etc. C'est un sujet qui est aussi très, très vague. Donc, j'essaie juste de vous donner, à travers cette présentation, les différents points et les grands titres. Donc, le quid de votre politique sociale, le quid de votre politique environnementale. Est-ce que vos politiques sont alignées aux agendas internationaux, les agendas des objectifs de développement durable des Nations Unies, au United Nations Global Compact? Est-ce que vous avez des certifications
au niveau de l'environnement, ISO 14001, ISO 26000, etc., etc. Donc, ça reste des leviers d'influence qui sont assez importants. Et en même temps, ça permet de repositionner l'entreprise dans son marché. En tout cas, il est de plus en plus clair en fait que la responsabilité sociétale de l'entreprise comporte une dimension géopolitique. Il faut pas l'oublier, qui est à prendre en charge, et que celle-ci n'est pas à part ni exceptionnelle. Donc, elle consacre, on va dire, la vérité de l'engagement courant de l'entreprise dans son rapport au monde. Le deuxième levier, on va dire, d'influence, c'est le quid de votre contribution et de la contribution de l'entreprise à la protection des données à caractère personnel. Donc là, c'est des leviers assez importants à prendre en considération. Et le troisième point, c'est le quid de la stratégie de diplomatie publique de l'entreprise. Donc, est-ce que vous avez des stratégies d'influence digitale? Comment vous faites? Comment vous communiquez en externe? Est-ce que vous participez ou bien vous organisez des séminaires, des conférences, etc. Donc, il y a tout un tas de mécanismes, on va dire, qui sont utilisés pour, toujours dans le but de se repositionner dans le marché et de se maintenir, on va dire, dans les marchés historiques. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Je pense Youssef Mossadegh, je ne sais pas s'il est connecté. Manel, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis là pour Monsieur Youssef Moussader. Monsieur Youssef Benadi, j'ai une question à vous poser. Oui, bien sûr. En ce qui concerne la mise en place d'un dispositif d'intelligence économique et stratégique dans les grandes structures. Lorsqu'on parle des entreprises ou bien des organisations qui opèrent dans différents secteurs d'activité, lorsqu'on doit ou bien on pense à proposer à ces organisations un dispositif d'intelligence économique et stratégique, sur quel axe ou bien sur quel point on doit se focaliser dans un premier lieu? Déjà, cette proposition, est-ce qu'elle va se faire de l'interne ou de l'externe? De l'interne, c'est-à-dire De l'interne. une D'accord. analyse, une analyse de l'externe, une analyse de l'externe c'est-à-dire, on va analyser un secteur d'activité ou bien un marché sur lequel l'entreprise euh, est active et on va absorber cette information à l'intérieur de l'entreprise à travers un dispositif d'intelligence économique et stratégique. Sur quel axe on D'accord. peut commencer? Le premier et avant toute chose, pour moi et aussi par expérience, c'est déjà de faire de l'intelligence économique interne. C'est-à-dire qu'en interne, je vais faire un travail de collecte d'informations, mais surtout, je vais me focaliser sur deux points essentiels. La première, c'est quelles sont les lacunes et les difficultés que l'entreprise rencontre. Donc, je dois déjà, au préalable, identifier les différentes problématiques et les difficultés de l'entreprise. Et deuxièmement, je vais faire une cartographie des parties prenantes. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de comprendre les différentes interactions entre l'ensemble des parties prenantes, de voir les différents clans, de pouvoir les identifier. Et en ayant ces deux informations, c'est-à-dire les difficultés plus la cartographie des parties prenantes, je saurai quelle solution je vais être en mesure de proposer et à qui je vais la proposer. Et la personne à qui je vais la proposer doit être, bien évidemment, très proche du cercle de décision, puisque je vais le convertir en ambassadeur. Ça rentre dans des plans de conduite du changement. Je vais le convertir en ambassadeur pour qu'il puisse adhérer
à mon travail, premièrement, et faire adhérer par la suite le cercle de décision pour me donner l'autorité de mettre en place la cellule d'intelligence économique. Donc, parce que c'est assez facile de dire qu'on va venir, on va mettre en place, etc. Mais quand on part sur le terrain, avec toutes les contraintes organisationnelles, etc., c'est vraiment très compliqué. Et donc, la première des choses, c'est de partir au B à bas. C'est vraiment d'identifier, de faire ce travail d'identification des difficultés, que ce soit d'ordre structurel, que ce soit des difficultés de conquête de marché, que la société veut se développer dans un marché clé et qu'elle n'arrive pas à se développer dans ce marché clé. Donc, je vais faire un travail pour lui trouver des solutions par rapport à ça. Identification du problème, identification de la solution. Je cartographie mes parties prenantes. Je vais comprendre les interactions des différentes parties prenantes, voir quelle est la personne la plus proche du cercle de décision, à qui je peux lui faire cette solution pour que je puisse m'introduire dans le cercle de décision et avoir l'autorité de mettre en place cette cellule d'intelligence économique, d'avoir déjà l'adhésion du top management. Ça, c'est un premier exercice à faire. Le deuxième exercice à faire, c'est d'avoir l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs. Parce que même avec l'appui du top management et dans une démarche top-down, dans une grande multinationale, comme vous avez dit, les collaborateurs peuvent faire échouer ce projet et peuvent décrédibiliser la cellule d'intelligence économique. C'est pour ça qu'il faut y aller vraiment doucement. Le plan de conduite du changement, ça se fait par étapes, ça se construit, ça se planifie, ça s'exécute, ça se réajuste en fonction des retours d'expérience que je vais avoir. Et je rentre toujours dans on va dire, dans un cycle qui est itératif. C'est à partir de là où j'apprends, je réajuste et voilà. Mais je pense que les deux premières étapes, c'est l'adhésion du top management, ensuite l'adhésion des collaborateurs. Et l'adhésion des collaborateurs, c'est un autre sujet qui est un peu complexe. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. Je pense qu'il y a Fatem Zahra Mokhtari qui a levé la main. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette thématique et merci pour votre intervention. En tout cas, moi j'ai juste une question par rapport à votre intervention tout de suite. C'est que vous avez dit tout à l'heure que l'intelligence économique et stratégique n'est pas très connue par l'ensemble des PME et TPE et la majorité peut-être qui l'ont croisé et considèrent que c'est du nice to have et not must to have. Maintenant, la clé de réussite, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'adhésion du top management. Mais parfois, la question qui se pose, c'est comment convaincre, comment prouver l'intérêt de l'implémentation d'une démarche d'intelligence économique au sein de l'entreprise auprès de top management lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut ramener des exemples, des benchmarks, je ne sais pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, ils sont tellement pragmatiques au sein de l'entreprise, ils sont orientés retour sur investissement, accès au marché, vente, etc. Et ils ont des départements stratégie, des départements marketing. Maintenant, pour implémenter une cellule d'intelligence économique, je pense qu'il faudrait comment on peut convaincre, si j'ose dire. Merci beaucoup. Ouais. Je vous remercie pour cette question. C'est aussi un travail assez important, on va dire, pour faire adhérer le top management. Et ça, je le dis en fait toujours, c'est de faire de l'influence en interne aussi. Donc, il faudra au préalable faire en fait toute la démarche d'intelligence économique, la constituer en back-office, c'est-à-dire en cercle qui est très très fermé. J'identifie ces problématiques, j'essaie de trouver des solutions à ces problématiques et aussi la manière dont je vais proposer doit comporter des éléments de langage qui vont parler au top management. Et parmi les éléments de langage qui sont utilisés, il y a des argumentaires, on peut aller benchmarker et donner des cas de figure, c'est-à-dire des expériences d'autres entreprises, mais l'élément de langage primordial au top management, c'est l'aspect financier.
C'est-à-dire qu'on doit être en mesure de lui dire que si on fait ça, on va gagner temps. Et si on fait ça, voilà les marchés qu'on va pouvoir conquérir, faire une estimation de ces marchés-là, etc. Mais avant, c'est un grand travail qui doit être fait. Il faut être vraiment à l'écoute des différentes parties prenantes au niveau de l'entreprise, collecter de l'information de sources ouvertes et humaines, d'accord? Parce que les gens parlent, et l'agrégation des données collectées et de l'information collectée de la part des différents collaborateurs va me permettre de ressortir une connaissance. Et si je travaille bien ma stratégie d'influence interne, ou ce que j'appelle une diplomatie d'entreprise interne, ça va me permettre d'atteindre et d'avoir cette adhésion-là. Mais c'est un vrai travail de fond qui doit être mené. C'est mon avis, mais voilà, c'est par rapport à mon expérience, c'est ça. Et aussi, il y a la stratégie de communication. Il faudra, dans les stratégies d'influence en interne, il faudra planifier sa stratégie de communication. Quel est le message à émettre? Avec quel vecteur? Est-ce que c'est à travers un portail intranet? Est-ce que c'est par email? Est-ce que c'est à travers des newsletters, etc. La fréquence et la cible de la communication qui sera faite. Voilà, à partir de là, je peux intelligemment rentrer dans le département RH avec un responsable de la communication interne, faire adhérer cette personne-là à la cellule d'intelligence économique, le convertir en ambassadeur. Donc, c'est un vrai travail d'intelligence qui se fait pour faire adhérer le top management, premièrement, et deuxièmement, l'ensemble des collaborateurs, pour avoir de la légitimité, de la crédibilité et de devenir une cellule primordiale au sein de l'entreprise et avec une importance, avec une grande importance. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Mousselari? Oui, oui, merci beaucoup. Une autre question. Bon, bonsoir, excusez-moi d'avoir. J'étais un peu en retard. J'ai raté, je crois, beaucoup de choses. Oui. Merci. Je suis ravi tout d'abord. Je vous félicite pour cette initiative qui me paraît très intéressante et espérons que votre club serait, Inch'Allah, un centre de réflexion en intelligence économique marocaine. Inch'Allah. Vous Donc, êtes passé directement à l'exemple, ça veut dire, vous avez abordé des problématiques si vous pouvez, votre apport par rapport aux trois questions que nous avons posées à M. Youssef Benaddi, il nous a donné quelques appréciations, éclaircissements par rapport à ces trois questions. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la première question, comment protéger son activité à l'ère de la guerre économique? Quelle est la relation entre l'intelligence économique et stratégique et la guerre économique, et quelles sont les pratiques recommandées à mettre en œuvre? J'entends très mal. Donc, J'ai rien monsieur, entendu, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu. si vous permettez, Est-ce que je dois désactiver le caméra? non, c'est pas grave, c'est comme vous voulez. J'ai rien entendu. La question Ma- c'était sur? Maintenant, vous arrivez Oui. à Maintenant c'est bon, oui, je vous entends. Oui, d'accord. Donc, nous voudrons votre point de vue, vos éclaircissements pour la question de comment protéger son activité à l'ère de la guerre économique et quelle est la relation entre intelligence économique et stratégique et guerre économique et quelles sont les Très pratiques bien, recommandées à mettre en œuvre. C'est trois questions. très bien. Oui, important. Ouais. Tout d'abord, nous devrions comprendre ce que c'est que l'intelligence économique. C'est l'ensemble d'actions corrélées, ok, de recherche tout d'abord, de collecte, de traitement et d'analyse, de production, diffusion
d'informations pertinentes qui seront utiles et utilisables. Une information pertinente qui n'est pas utilisable, c'est une information ce n'est pas une information pertinente. On doit voir ça, on va voir ça pourquoi l'utilisabilité est très importante. Donc, et créant une certaine valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée va être transformée en connaissances opérationnelles et stratégiques. Et cette connaissance opérationnelle et stratégique serait l'arme de l'intelligence économique, l'arme de la guerre économique. La guerre économique, on peut dire qu'il existe une intelligence économique défensive et une intelligence économique offensive. L'arme de guerre économique, elle est soit offensive, soit défensive. Défensive, elle sert à protéger, okay, à surveiller l'environnement, à protéger l'environnement. Okay. L'intelligence économique offensive, elle sert à un expansionnisme, à chercher d'autres marchés, à s'ouvrir à l'extérieur, à analyser l'environnement externe. Okay. Voilà le propos. L'intelligence économique, c'est une science complexe, internationale et diffuse. Pourquoi complexe et internationale? Parce qu'elle favorise une lecture transversale, qui décèle des domaines géopolitiques, géoéconomiques, sociétal et business. Cela veut dire, par exemple, vous avez un veilleur, quelqu'un qui fait de l'analyse, ou quelqu'un qui fait la transformation de cette donnée à une connaissance utile, une connaissance opérationnelle, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision 360 degrés. Ça veut dire qu'il doit quand même avoir une observation aux évolutions micro, méso et macroéconomiques. Okay. Maintenant, je vais arriver à répondre à votre question. Il faut tout d'abord, pour les entreprises, que ce soit marocaines ou que ce soit les institutions publiques marocaines, ils devront mesurer leur fragilité stratégique informationnelle. C'est primordial. Pourquoi? Parce qu'ils vont se positionner par rapport à ces imprévisibilités, à ces ambiguïtés, à ces incertitudes. Ils vont comprendre quelles sont les connaissances manquantes. Par rapport à ces connaissances manquantes, on doit changer, on doit se former, s'informer, faire de l'intelligence économique. Okay. D'abord, il faut se positionner. Et puis, mesurer, analyser la criticité et la vulnérabilité de l'entreprise. Moi, je parle privé et du public. Parce que et le public a besoin d'intelligence économique, et le privé a besoin d'intelligence économique, surtout dans ces temps de crise, de changement. Il doit d'abord encore définir quelles seront les pratiques d'intelligence économique. Par rapport à ces connaissances manquantes, on aura besoin de comment on va faire pour acquérir ces connaissances qui seront opérationnelles, qui seront stratégiques et opérationnelles, qui sont utiles. On va les définir. Pourquoi faire ça? Parce que le dirigeant ou l'entrepreneur ou le décideur, il a besoin qu'il décide efficacement et effectivement. Ça, d'une part. D'autre part, nos PME, PMI, entreprises, vous savez très bien qu'ils représentent à peu près 90% du tissu économique marocain. Le
leur proposer qu'ils impulsent, qu'ils intègrent la notion d'intelligence économique au sein des entreprises, soit créer à une agence d'intelligence économique. Il y a beaucoup de travail à faire. Chaque entreprise marocaine doit mesurer, comme j'ai dit tout à l'heure, sa fragilité stratégique, informationnelle, tout d'abord. Pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi nos chiffres d'affaires restent les mêmes? Pourquoi nous sommes insolvables? Pourquoi nous ne pourrions pas aller vers l'avant? Ça veut dire aller voir d'autres marchés, aller exploiter d'autres marchés. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ces connaissances. Et ces connaissances, ce sont les armes de la guerre économique actuelle. L'expert en intelligence économique, quel sera son rôle? Son rôle sera de renforcer ces grilles de lecture. Des grilles de lecture en géoéconomie, en géopolitique, en géofinance. Parce que vous savez très bien que le monde change. Nous vivons dans un environnement VUCA, relatif à un certain ambigu complexe. C'est pour ça qu'il faut se réadapter, avoir une capacité d'adaptation envers cet environnement. Et pour avoir une capacité d'adaptation et d'anticipation, aussi de résilience par rapport, il faut intégrer, il faut comprendre, il faut se sensibiliser de l'importance de l'intelligence économique au sein des entreprises marocaines et au sein de nos institutions publiques marocaines. Voilà. Maintenant, je vous ai donné un petit aperçu sur cette liaison entre l'intelligence économique et la guerre économique. Maintenant, citons quelques armes d'intelligence économique. L'intelligence économique, de guerre économique, pardon. Guerre économique, elle est systémique. On peut parler d'une guerre économique informationnelle. Une guerre informationnelle, c'est une guerre économique systémique. Une guerre psychologique ou cognitive, c'est une guerre économique systémique. Une guerre diplomatique, c'est une guerre économique systémique. Une guerre cybernétique, c'est une guerre économique systémique. Une guerre juridique, c'est une guerre économique systémique. Une guerre monétaire, c'est une guerre systémique. Une guerre d'État, non, c'est une guerre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut, c'est ça veut dire c'est un ensemble d'actions. Il faut décomposer de quelle guerre économique systémique. Par exemple, si nous voulons, par exemple, échanger avec notre, ou bien avoir des liaisons en externe avec un État, donc nous allons voir notre fragilité, comme j'ai dit tout à l'heure, informationnelle et stratégique, donc les connaissances que nous devrions s'approprier pour mener une guerre économique, que ce soit défensive ou offensive envers cet État. Je parle d'une guerre diplomatique. Là, on doit quand même s'armer. Et chaque arme, c'est une arme unique. Chaque arme est unique. Et peut être efficace que si elle touche les dimensions géoéconomiques, géopolitiques et sociétales. C'est très important. Donc, s'il ne touche pas, s'il n'impacte pas les dimensions géoéconomiques, géopolitiques, sociétales, culturelles ou concurrentielles, elle ne peut être efficace. Elle peut être efficiente aussi si, avec un avantage concurrentiel, si elle est brise, c'est-à-dire valorisable, rare, inimitable, insubstituable, on ne peut pas la substituer, et dans un temps donné.
Voilà. Donc, je laisse Oui. marge à mon collègue, ou bien vous pouvez poser une autre question. Donc, concernant les politiques, concernant les démarches, on peut suivre, par exemple, ou les pratiques. Vous m'avez posé une question sur les pratiques, n'est-ce pas? Oui. Bon, les pratiques, vous savez, il existe des pratiques techniques, les pratiques politiques, politico-stratégiques. C'est-à-dire, il faut tout d'abord, avant de pratiquer l'intelligence économique marocaine, l'intelligence économique dans la guerre économique systémique, dans une guerre économique systémique, il faut quand même sensibiliser nos institutions publiques et nos entreprises de l'intérêt de l'intelligence économique au sein de notre entreprise. Face à ces guerres économiques, les guerres qui ont poussé à mener des guerres économiques, soit pour assurer soit assurer la compétitivité. On ne peut pas assurer notre compétitivité ou asseoir notre puissance ou assurer notre attractivité territoriale sans intelligence économique. Ça, c'est une donnée stratégique. Donc, il faut quand même consacrer du temps à rénover les grilles de lecture. Les grilles de lecture via des nouvelles cartographies. Parce que le monde change. Très bien que, après la guerre russo-ukrainienne, beaucoup de perturbations, beaucoup de bouleversements géostratégiques, géoéconomiques, géopolitiques, sociétales, et les crises vont arriver. Donc, il faut quand même comprendre qu'on est dans les urgences économiques. Il faut savoir quand même déplacer le géostratégique, le géopolitique vers le géoéconomique. D'accord? Les institutions marocaines devront comprendre que l'économie du pays dépend de leurs décisions. Il y a la compréhension de l'intelligence économique. On peut citer des exemples en Allemagne, par exemple. C'est toute la machine allemande, que ce soit les institutions publiques, que ce soit les entreprises qui créent la dynamique, qui créeront la dynamique pour exporter, pour faire du renseignement économique à l'extérieur. Vous comprenez? Pour arriver à atteindre certaines attractivités, certaines compétitivités. Ce sont des gens qui travaillent ensemble. Il faut que le public co-réagisse avec le privé. Bon. Je peux dire que les futurs experts devront maîtriser ces échiquiers complexes. Les échiquiers seront complexes. Ils devront viser une agilité stratégique, maîtriser le processus des guerres économiques, savoir maîtriser le processus, ainsi mobiliser les intelligences collectives. C'est très important. Savoir détecter un talent, savoir embaucher un talent, savoir combiner entre cette capacité de plus actif, plus réactif, plus
Donc, on peut rentrer dans les pratiques techniques, parce que j'ai pris beaucoup de temps. Mademoiselle, oui, Il y a des questions sur le chat avec Madame Hanan Yousfi ou Monsieur Tariq Qafat. avec plaisir, oui. Oui, Madame Hanan. Alors, bonsoir tout le monde. C'est la troisième fois, peut-être c'est pas le même registre ou la même, que je participe à une activité. Bon, je me présente pour les intervenants qui peut-être on ne se connaît pas, mais là, on vient de faire connaissance à travers une interaction sur des thématiques qui m'intéressent d'un autre point de vue. Voilà, moi, je suis spécialiste aussi. J'ai un doctorat en sciences de l'information et de la communication, bon, y compris la communication des organisations. Et je ne vais pas poser de questions, franchement, une question, mais par ailleurs, je vais plutôt poser ce qu'on appelle des questionnements ou là des problématiques en tant qu'enseignante. Donc, moi, je suis arrivée à l'intelligence économique par le biais de la veille. Parce que dans l'école des sciences de l'information, depuis que je suis arrivée, l'enseignement de la veille ou le cours qui était assuré s'appelait veille stratégique, etc. Donc, je suis arrivée par le biais de la veille et des collègues aussi qui enseignent. Et puis, quand on est dans le bain, de toute façon, et quand on est dans la communication des organisations, vous en avez parlé tout à l'heure, voilà, on ne peut pas ne pas être aussi dans ces problématiques. Donc, je suis arrivée par le biais de la veille et par le biais de l'éthique. Parce que aussi c'est un créneau que j'enseigne, les étudiants le savent, dans le cadre d'un module destiné aux étudiants des différents masters, y compris le master de l'intelligence économique, dans le cadre d'un module sur le droit de l'information, éthique, etc. Donc, voilà, je vais être très brève pour laisser la parole aux autres. Donc, et par ailleurs, moi-même, j'ai écrit un article qui a été publié dans la Revue du chercheur il y a quelques mois, et justement, qui s'intitule « Repositionner l'enseignement de l'éthique et de la déontologie professionnelle dans le cursus universitaire marocain ». Et j'ai pris l'exemple de la veille ou de l'intelligence économique comme thématique là où j'ai développé, pardon, voilà. Donc, j'ai la casquette du chercheur, j'ai la casquette de l'enseignant. Bon, j'ai affaire à des professionnels, c'est très bien, on se complète. Donc, voilà. Alors, donc, nous, on parlait bien sûr de la veille dans cette école depuis 20 ans, ou la plus peut-être. Pour moi, personnellement aussi, je me suis intéressée à la chose. Et à l'époque, on parlait de l'intelligence économique en France aussi. Beaucoup, c'était le concept romain, ils n'ont pas adopté la veille. Pour eux, c'est l'intelligence économique. Il y avait une commission, vous savez un peu l'historique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est très bien, vous avez rappelé un petit peu des définitions concernant les concepts, etc. Donc, ce qui me pose problème, bien, le questionnement que j'ai, moi, en tant que quelqu'un qui publie, qui s'intéresse à ces problématiques, c'est vraiment clarifier les concepts. Clarifier les concepts, bien sûr, c'est très difficile. Parce qu'on parle de la guerre économique, on parle de l'intelligence économique, y compris tous les enjeux ou les questions que vous avez géopolitiques, géostratégiques, sociétales, etc., etc. On parle de la veille avec ses différentes composantes ou les typologies, etc., etc. Donc, dans tout ça, j'ai l'impression, comme ça, en contact avec les étudiants ou là dans des conférences, etc., que sur le plan
conceptuel, les choses sont un petit peu, je dirais, pas encore très, très claires. Et vous le savez très bien, on ne peut pas passer à la pratique si les concepts ne sont pas digérés. Après, il faut faire le lien entre ces concepts. Alors, vous l'avez un petit peu rappelé. Vous avez le premier intervenant, je le remercie. Il a parlé de la guerre économique, il a parlé de la veille comme une composante, je dirais, de l'intelligence économique, etc. Mais ça reste qu'il faut sensibiliser, c'est très bien, vous l'avez dit, clarifier les concepts et clarifier aussi les liens entre les concepts. Voilà, parce que c'est ce qu'il y a de plus complexe au niveau de, quand on est enseignant ou là même, je pense, sur le terrain, c'est aussi associer et interagir, trouver les liens entre les concepts avec beaucoup de clarté. Parce que ce qui est important pour l'enseignant, c'est bien sûr faire passer les connaissances, etc., ou la mettre les étudiants après sur le terrain, encadrer et publier tout ça. Mais la clarté est quelque chose de très important pour l'enseignant. La clarté sur le plan conceptuel, sur le plan quand on passe à la pratique, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut clarifier les concepts et les liens. Deuxième, là, c'est une question peut-être que je pose aux professionnels, c'est comment associer justement les concepts aux pratiques. Parce que entre les concepts, on est dans les concepts, on est même dans des études de cas, moi, je fais travailler un petit peu aussi les étudiants sur tout ça, mais de là à passer le terrain, donc c'est une autre histoire. Donc c'est quelque chose, et ça commence par ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Voilà, donc c'est comment, voilà, associer les concepts aux pratiques, ou là, comment mettre les concepts en pratique, si je peux m'exprimer ainsi. Après, il y a la dernière chose et qui m'intéresse particulièrement, c'est l'histoire de l'éthique et dans toutes ces problématiques posées par l'intelligence économique. Voilà, dans l'article que j'avais publié, bien sûr, ça va de soi avec des références assez solides. L'éthique, bon, la problématique de l'éthique au niveau de l'intelligence économique, c'est parce que dans ce domaine d'activité, pour certains, je dis bien pour certains, il l'associe à une forme un petit peu, je dirais, d'espionnage. Et ça, on en a parlé même au niveau de la veille, quand on a commencé. Donc, l'éthique est venue justement pour pallier ces confusions et pour un petit peu essayer, à côté du droit, bien entendu, de contrôler, voilà, de contrôler, de cadrer, voilà, les pratiques de l'intelligence économique. Donc, de votre point de vue, moi, je sais que j'aurai à faire un travail qui m'intéresse énormément au niveau de l'éthique des pratiques de l'intelligence économique ou de la veille, au niveau des organisations. Voilà, c'est quelque chose, c'est un projet que j'ai en cours et j'espère, c'est-à-dire pouvoir travailler avec des gens comme vous, etc., et avoir une interactivité. Voilà. Bien sûr, la question de l'éthique, et vous l'avez évoqué, elle est liée à la composante sociétale, elle est liée à la communication, voilà, à quel niveau se place, de quelle façon on communique. Tout ça, c'est des choses. Comment, de votre côté, vous voyez la composante? Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est très intéressant, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous remercie et je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Madame Hanan. Alors, Merci beaucoup. Allez-y. Si je peux me permettre, salam alaikum. Je passe un grand bonjour للسي مصدق والسي نعدي وكنشكرهم حيت في واحد المده وجيزه كيحاولوا يشرحوا ان كونسيبت اللي هو معقد بزاف. الوغ سمحوا لي غندوي بالدارجه باسكو بعض المرات كيدوز الميساج حسن وغنحاول ما نطولش. ملي تنديروا واحد الشركه كيكون الهدف ديالنا هو نربحوا الفلوس وما كرهناش بزاف ديال الفلوس.
دونك لي ديسيدور تيكونوا في واحد لونفيرونمون كتكون فيه الحرب، حيت مازال كنا في شي مارشي فيه الفلوس ونخدموا عادي وكل شيء بخير، ما كناش اصلا غنهضروا على الانتيليجنس ايكونوميك، كان كل شيء غياكل بيديه وبرجليه وكل شيء ناشط اي تو بيان. شوي ديزولي سي ما مانيير دو وسمحوا لي صبروا عليا. الوغ ملي تنكونوا في واحد المارشي اللي كل شيء محارب فيه، كل شيء باغي يربح فيه الفلوس، الوغ وي يقدر يكون عندي واحد السيرفيس كوميرسيال نجيب فيه واحد دي كوميرسيون نحفظهم البرودوي، ويقدر يكون عندي واحد السيرفيس ماركتينغ فيه الدراري حافظين السوق المارشي ويخدموا بلي برانسيب الماركتينغ، ولكن للاسف سي با سوفيزون، والو سي با دو تو سوفيزون. يعني ملي كتبغي تدخل في واحد المارشي خاصك تكون عندك اون لونغور دافونس، خاصك تكون فايت الاخرين. اما نديرو بلاكيت كوميرسيال سيت ويب وريكروتي دو كوميرسيون نعطيهم طوموبيل ونقول لهم سيروا بيعوا، سي تري 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 ليميت. لوبجيكتيف ديال هاد لا سواغي، وكنشكر بزاف المتدخلين اللي معنا، سي كو زادونا واحد لاكوش اللي هي مهمه بزاف، سي كو هادوك صحاب الماركتينغ والكوميرسيال وصحاب اللوجيستيك، هادوك الناس اللي خدامين شنو هما المعلومات اللي خصهم باش يخدموا مزيان، حيت هما سوغ لا باز د المعلومات اللي غتعطيهم يخدموا. دونك دوكو هاد لانتيليجنس ايكونوميك وهاد لا غير ايكونوميك، حيت بيناتهم كاين ليكونوميك، كنعطيو دي زوتي، كنعطيو دي تكنيك، كنعطيو دي بروسيس، كنعطيو واحد شنو نقول لكم واحد العدد ديال لي زوتي وديال لي بروسيس باش لورغانيزاسيون تعرف تخدم في واحد المارشي اللي هو كونكورونسيال. بلوس لو مارشي كونكورونسيال وصعيب، بلوس لي ميثود كلاسيك سون ليميتي بزاف. انا نعطيك لي كانفا لي موديل، نعطيك لي لوجيسيال باش غتعمرهم، فين هما المعلومات. Parmi les choses اللي الاخوان نشكروا قالوهم وكنشكرهم بزاف، سي كو ملي كنهضروا على لانتيليجنس ايكونوميك كاين لو مو انتيليجنس، حيت لو مو بالفرونسي ما الصراحه غادي ما كيشرحش مزيان. الا بغينا نفهموا لانتيليجنس ايكونوميك نهضروا على لو مو انتيليجنس اللي هي افكتيمون سي دو ليسبيوناج اي دو كونتر اسبيوناج. دونك هذه مساله مهمه خاصها تيفوكا. والناس اللي كيديروا دو لانتيليجنس ايكونوميك راه كيخدموا على البروسيس من الاول حتى الاخر. راه الناس اللي كيعرفوا يديروا لانتيليجنس ايكونوميك اي جو بارل بيان سور دي بي، راه كيلعبوا على لي نورم، كيديروا اللوبينغ عند لي انستيتيوشن انترناسيونال، كي اناليزيو بواحد المانيير تري بيرتينونت شكون هما لي زاكتور ديال بصح، هذوك الناس اللي كيتحكموا. اما دير بالاكيت كوميرسيال وتمشي تبغي تبيع البرودوي ديالك، اوني انكور سور دي شوز اللي مالوغوزمون سون با دو. Donc voilà, et pour les outils, باش ما نطولش بزاف، les intervenants ils ont beaucoup de choses à dire تبارك الله. C'est que هنا غنهضروا على اللوبينغ، غنهضروا على الانفلونس، غنهضروا على الريغلومونطاسيون، غنهضروا على الديو ديليجنس، غنهضروا على الكوايسي، غادي نهضروا على الباك جراوند تشيك، غادي نهضروا على لو ريلاسيونيل افونسي، غنهضروا يعني il y a tellement de choses à dire. غير pour résumer l'intelligence économique هما واحد العدد ديال لي تكنيك لي زوتي لي بروسيدور اللي الا استعملناهم مزيان كنعطيو لي زيكيب ديالنا لو مويان داتاكي دي مارشي اللي هما يا راه كنعرفوهم دابا كونكورونسيال. جو ريميرسي اي نتمنى ان شاء الله يكونوا بحال هاد لي زينيسياتيف كثار. و جو ريميرسي انفينيمون nos deux chers amis, les deux Youssef, les تبارك الله sur très peu de temps ils ont essayé تبارك الله de voilà d'expliquer tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tarek. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, on va dire, entre Hanan et Tarek. Entre Madame Yousfi et Tarek, oui. Exactement. Donc, du concept à la pratique. Ça, c'est une question, on va dire, ou une problématique assez intéressante. Mais moi, ma démarche, elle est simple. C'est que je travaille dans le secteur privé. On n'a pas le temps. On doit conquérir des marchés, tout simplement. Et donc, du coup, on a des concepts de base. Parce que si on reste longtemps à définir ces concepts-là, parce qu'il y a des concepts anglo-saxons qui diffèrent des concepts francophones, qui diffèrent des concepts nippons, etc. Exact. Donc, on va pas finir. Donc, il y a des données de base que je peux appeler des inputs, comme l'a évoqué Tarek Fatih, c'est des éléments d'entrée. À partir de là, je vais passer à la pratique directement. Et dans la pratique, je vais appliquer mes concepts de base. Je vais planifier, bien évidemment, je vais les exécuter et je vais clôturer ce processus par une séance de retour d'expérience. Ces concepts-là, quand je les ai appliqués, qu'est-ce que ça m'a donné? Quel résultat?
quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées, quels sont mes succès, quels sont mes échecs. À partir de là, j'aurai un ensemble de plans d'action que je vais définir et je vais les réalimenter au concept de base qui va me donner une agrégation de connaissances. À partir de là, j'ai un nouveau concept qui est établi entre le concept initial plus mes retours d'expérience. Et je vais réappliquer encore une fois. Et ça, c'est des démarches qui sont itératives et qui me permettent d'initier la chose au niveau pratique et de réajuster mes concepts. À partir de ce moment-là, on se retrouve avec un nouveau concept qui est différent. C'est-à-dire que chaque organisation, si elle adopte ces concepts-là, on aura un ensemble de concepts qui peuvent être différents parce que chaque entreprise a son organisation, elle a ses collaborateurs avec une culture dans un environnement quelconque, dans un secteur d'activité quelconque. Donc, il y a énormément de paramètres. Donc, les concepts, ils seront vraiment très différents d'une organisation à une autre. Mais je dis que le processus qui est assez intéressant à utiliser dans tous les cas de figure, c'est de prendre les concepts de base, de les mettre en pratique et de faire des séances de retour d'expérience. Si je pars avec des concepts de base et que je reste rigide dans ma façon de faire au niveau pratique en disant que ce sont les concepts, ce sont les bons concepts et je vais les utiliser de cette manière-là, ça ne va pas marcher. Moi, je dis que ça ne va pas marcher. Mais il faudra toujours le concept de base, appliquer, retour d'expérience, je réalimente et c'est une boucle itérative. Ce n'est pas du PDCA, ça peut être autre chose. Et au niveau de l'éthique, c'est un sujet qui est très intéressant aussi. Parce que si on revient à la question de Mme Moursali tout à l'heure, pour faire adhérer le top management à l'intelligence économique, parce que pour les personnes qui ont une connaissance sur l'intelligence économique, automatiquement, ils réfèrent ça à de l'espionnage, alors que ce n'est pas le cas. L'intelligence économique, si on voit, il y avait un ouvrage d'un Américain, Harold Winelsky. Il avait sorti le livre Organizational Intelligence, l'intelligence organisationnelle en 1967. Il a dit que l'intelligence économique est une activité de production de la connaissance servant des buts économiques et stratégiques d'une organisation, mais ces informations doivent être retenues dans un contexte légal et à partir de sources ouvertes. Exact. Quand on parle de guerre économique, il n'y a pas de source ouverte, c'est des moyens illégaux, bien entendu, c'est des violations des droits, cyberattaques, etc. Donc là, on rentre dans le monde de la guerre économique. L'intelligence économique et la guerre économique, c'est deux concepts différents. On fait de l'intelligence économique pour rester compétitif dans un contexte de guerre économique. En même temps, avec l'éthique, on peut être aligné par rapport aux agendas internationaux. Je pense que avoir une charte anticorruption, par exemple, la charte de la protection des droits humains, des droits de l'homme, l'environnement, etc. Donc, c'est des choses qui sont très importantes et qui rentrent maintenant dans des stratégies d'influence. Et c'est, on va dire, des éléments de sortie de la démarche d'intelligence économique, si on veut raisonner process. Voilà, et pour répondre à cet Fath, effectivement, les entreprises, elles ont de plus en plus besoin d'alimenter les différents collaborateurs en informations utiles. Et je pense que c'est l'un des aspects qui pourrait permettre aux collaborateurs d'adhérer à la mise en place d'une démarche d'intelligence économique au sein d'une organisation. C'est de se positionner en tant que cellule qui accompagne les collaborateurs pour atteindre leurs objectifs. Et donc, on part dans cette démarche qui est participative, dans un premier temps, de recueillir l'information, la traiter, l'analyser et de diffuser les informations. À titre d'exemple, au niveau très opérationnel, pour les commerciaux qui ont des difficultés à faire des prospections et avoir des bases de données, la cellule d'intelligence économique peut accompagner l'équipe commerciale en l'alimentant en base de données prospect, avec nom, prénom, profil LinkedIn, numéro de téléphone, adresse mail, à titre d'exemple. Et c'est des informations qu'on retrouve en source ouverte.
Parce que tout le monde maintenant dévoile ses informations sur Internet. Donc, il n'y a pas un problème au niveau légal pour voilà, concevoir ces bases de données. Ça, c'est juste un exemple qui va permettre l'adhésion déjà de l'équipe commerciale, qui est la force de vente. Et là, c'est le département qui génère de la richesse, on va dire, aux entreprises. Si on fait adhérer le service commercial, le reste, je pense que ça sera plus facile à faire adhérer. Donc voilà, j'espère avoir répondu entre guillemets à vos questionnements, mais c'est un très très long sujet. Je pense que les intelligence talks, ils doivent être interactifs de cette manière-là, dans le cadre d'un échange, parce que ça permet de faire remonter pas mal de choses assez intéressantes, et le fait de fructifier le débat permet bien évidemment d'ajuster encore plus les choses et d'avoir de nouvelles compréhensions au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il y ait jusqu'à ce qu'on cerne, on va dire, les différents concepts. Pour le cerner définitivement, on ne sait pas, mais bon. Si Youssef. Oui, Je vous je remercie. vais juste répondre maintenant. Merci beaucoup, Madame Youssef. Merci. Merci à vous. Merci, Youssef. Merci, Youssef. Je veux juste répondre à Madame la professeure sur la question de la pratique de l'intelligence économique. Quand elle l'applique directement, il faut tout d'abord diagnostiquer l'entreprise, que ce soit l'institution publique, et je parle de l'entreprise privée. Il faut la diagnostiquer au niveau structurel, au niveau stratégique et au niveau systémique. Quel système d'information? Est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'il y a une rétention d'information? Est-ce que l'information circule d'une manière up-down, bottom-up? La communication sur l'information, est-ce qu'elle circule? De cette façon, il faut passer par le diagnostic. Donc, passer par le diagnostic pour proposer une certaine stratégie, tout d'abord. Que ce soit au niveau d'une stratégie opérationnelle ou bien une stratégie organisationnelle. C'est comme on va remédier aux problématiques des PME, PMI, des industriels ou nos institutions publiques. Et comme a dit tout à l'heure M. Youssef, chaque organisation a ses particularités. Nos PME, PMI, la plupart sont des entreprises familiales. Au Maroc, les entreprises familiales, c'est pas facile d'adhérer, de les faire adhérer, de les faire comprendre de l'intérêt de l'intelligence économique. Il faut quand même sensibiliser chez eux. Et avant de les sensibiliser, il faut leur montrer l'importance et l'intérêt de l'intelligence économique au sein de leur entreprise, ou bien, grosso modo, d'une façon générale. Pour lui montrer ça, vous savez, au Maroc, on doit démontrer que le concurrent a créé, a exporté mieux que vous, ou a vendu plus de produits, ou bien a conquéri plus de marchés, pour que l'entreprise cliente peut quand même se redynamiser, ou bien comprendre le concept. Si vous pouvez maintenant vous allez les sensibiliser et après vous allez faire comprendre que en benchmarkant, votre concurrent a fait tel et tel progrès grâce à l'intelligence économique. Et après, les décideurs de ces entreprises pourraient adhérer à ce concept. Maintenant, passons aux pratiques. Il y a des techniques de veille en action par ailleurs. Ils font de la mazint, qu'ils font de la financial intelligence, geological intelligence,
laser intelligence, radiation intelligence, mais il y en a beaucoup d'intelligence géospatiale, géospatiale. Hein? Est-ce qu'ils font de limite, l'imagerie intelligence? Est-ce qu'ils font vraiment de l'OSINT, du vrai OSINT? Est-ce qu'ils font de SIGINT, du signalisation? Est-ce qu'ils font de MASINT, Measure and Signature Intelligence? Est-ce qu'ils ont tout d'abord ces outils? Il faut qu'ils comprennent ces outils tout d'abord. Nos veilleurs, je parle de nos veilleurs. La veille traditionnelle est révolue. Maintenant, il faut que nos veilleurs comprennent les nouveaux outils. Il faut qu'ils adhèrent. Ils apprennent ces nouveaux outils parce qu'il y a une hyper compétition à l'échelle internationale. Parce que si on n'est pas bien positionné et on n'est pas agile, on va se paralyser. Vous comprenez? Cette méthodologie qui est le OEDA, c'est le cycle de l'OEDA, est composé de quatre concepts. C'est l'observation, l'orientation, la décision, l'action. Si ce cycle, il est lent, vous serez paralysé par vos concurrents. Si ce cycle, il est plus agile, vous êtes plus agile, vous pouvez paralyser vos concurrents. C'est pour ça que je mentionne qu'on est en guerre économique. Si vous ne gagnez pas ce marché à l'extérieur, c'est l'autre qui va gagner le marché. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut adapter des stratégies. Tout d'abord, il faut commencer par le diagnostic. Voilà ce qu'il faut. Pour préparer le terrain à une implémentation d'un département d'intelligence économique. Il faut aller quand même étape par étape. Et puis, on peut insérer des pratiques en intelligence économique. Vous le faites bien dans votre école l'ESI, c'est-à-dire vous formez les informateurs, les veilleurs de demain. Donc, ces veilleurs, quand ils vont aller travailler dans une entreprise, c'est une entreprise qui est déjà préparée à l'intelligence économique. Ils vont se faire créer une certaine satisfaction quand même. C'est pour ça que nos jeunes, les débouchés, ils ne s'alignent pas, vous comprenez? Il a fait de la veille, il veut pratiquer sur le terrain. Ce n'est pas son problème. Le problème, c'est le problème des décideurs. C'est le problème des décideurs, c'est le problème des PDG, des directeurs généraux, des gens qui devraient être sensibilisés de l'importance de l'intelligence économique au sein de leur entreprise. Donc, au Maroc, moi je recommande une certaine politique, une politique nationale d'intelligence économique. Pourquoi pas? Créer une doctrine d'intelligence économique au Maroc, à tous les niveaux. Il faut sensibiliser nos régions. Que ce soit, il existe des régions parlant de l'information des séries, de leurs séries, c'est une information qui date depuis 2014. Il faut mettre à jour les données, il faut mettre à jour les statistiques tout d'abord. Et puis, vous donnez à ce veilleur la capacité de veiller efficacement. Parce qu'il faut préparer le terrain à un veilleur, à un analyste, à un traiteur qui fait le traitement des données et un producteur de connaissances. Préparer un département d'intelligence économique, ça devrait passer par le diagnostic en interne de l'entreprise cliente à tous les niveaux stratégiques, systémiques et structurels. Puis, on peut parler d'une implémentation d'intelligence économique et de pratique d'intelligence économique. Sinon, on va pratiquer l'intelligence économique qui ne va pas servir à quelque chose, qui ne va pas
avoir un avantage concurrentiel, montrer un avantage concurrentiel, démontrer un avantage concurrentiel auprès du client, du décideur. C'est ça la problématique qu'il faut poser. Un diagnostic, une sensibilisation, une certaine doctrine qui se crée en parallèle, et les gens vont comprendre l'importance et l'intérêt de cette intelligence. Plus de formation, plus de conférences, comme ces conférences. J'applaudis merveilleusement ces gens-là qui ont commencé à faire des choses pareilles, parce que c'est vraiment c'est un travail énorme ce qu'ils ont fait. Les grandes écoles n'ont pas pu créer un centre d'intelligence économique. Et bien, votre école a pu créer un centre d'intelligence économique. Je les applaudis sincèrement. Voilà, merci. J'espère que j'ai un peu répondu à votre question, madame. Donc, je passe la parole à participants, madame. J'ai parlé tout à l'heure sur les besoins du marché. Il faut détecter les besoins du marché. Au niveau national, qu'est-ce qu'on peut exporter, exploiter, les mettre en valeur, créer une certaine valeur ajoutée et exporter cette valeur ajoutée, comme on fait les Chinois, les Américains même, les Allemands. Ils ont eu une capacité d'exportation, de renseignement extérieur aussi, économique extérieur, et d'exportation efficace, tout en protégeant leurs secrets stratégiques. C'est difficile de copier maintenant Samsung, c'est difficile de copier Volkswagen ou Mercedes. Voilà. Donc, ils se sont mis à intégrer des stratégies d'innovation, des stratégies de diversification, des stratégies d'exportation, d'implémentation. Il faut adapter aussi. De quelle stratégie on parle, avec quelle intelligence économique, quelle stratégie pour quelle intelligence économique, et quelle intelligence économique pour quelle stratégie. Il faut pour exporter une certaine valeur ajoutée. Le Made in Morocco, comment voulez-vous que le Made in Morocco qu'on reste compétitif? Demain, après-demain, on va produire un Made in Morocco, par exemple. Est-ce que ce Made in Morocco serait compétitif ou concurrentiel? Est-ce que c'est copiable? Est-ce que ce serait imité? Est-ce que ce serait apporter de la valeur ajoutée pour le Maroc ou bien pour l'entreprise même exportatrice? Sans intelligence économique, le Made in Morocco ne peut réussir. On peut adopter même les meilleures stratégies du monde, mais sans intelligence économique, ça veut dire, vous ne comprenez pas. Les vrais besoins, vous avez, ça travaille, ça, d'ailleurs, des coordonnées très professionnels, restent dans la compétition mondiale. C'est pour cela que je présume que la doctrine d'intelligence économique est si importante d'intégrer économique. Merci. Merci beaucoup, Si Youssef. Chère audience, si vous avez des questions.
Sinon, nous avons beaucoup appris aujourd'hui et nous avons bien appris que l'intelligence économique est pratiquée pour rester compétitif dans un contexte de guerre économique. Donc, au préalable, il faut comprendre ce que l'intelligence économique par le cycle de renseignement. Il y en a deux, l'intelligence économique défensive qui sert à protéger et l'intelligence économique offensive pour s'ouvrir à l'extérieur. Déjà, c'est une science complexe et internationale par sa transversalité et aussi sa finalité, c'est faire de l'influence. Donc, il faut comprendre les lacunes et les difficultés de l'entreprise pour faire une cartographie des parties prenantes et avoir l'adhésion du top management et l'adhésion surtout des collaborateurs. Donc, un remerciement spécial à vous, chers intervenants, Monsieur Youssef Moussaddeq et Monsieur Youssef Ben Adi, euh, que vous avez, que vous n'avez pas hésité à répondre présent pour partager vos savoirs et apporter de la valeur à notre série de webinaires. Merci à vous, chère audience. Merci. Merci de se faire Merci. plus devant les efforts et les savoirs que vous avez partagés avec nous aujourd'hui. C'est à nous l'honneur. Ça nous enchante, nous aussi. Tout l'honneur est pour nous. Ça nous a fait plaisir de partager avec vous et que le partage, on va dire, a été bénéfique pour tous et espérant que ces Intelligence Talks soient, on va dire, effectués régulièrement. Je pense que c'est un très bon démarrage pour les et pour Click et j'espère et je souhaite une très bonne continuation à cette excellente initiative. Merci beaucoup. Merci à Merci vous, beaucoup. Monsieur Youssef Ben Adi. J'espère que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que, bon, je vous commande, j'espère que ce clic se transformera en un centre de réflexion de l'intelligence économique. Pourquoi pas? Et adhérer les gens intelligents, des esprits brillants au sein de ce club Merci. pour qu'il sera, Inch'Allah, meilleur club Maroc, en intelligence économique. Pourquoi pas? Et je vous souhaite une bonne continuation. Ouais. Ne baissez pas les bras. Persévérez, persévérez, persévérez. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée à vous tous. Merci, merci. Au revoir. Merci. Merci, à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. À bientôt, madame. Merci, à bientôt, madame.